téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Mais comment se fait-il que le prix d'un billet de train augmente au fur et à mesure qu'un internaute s'y intéresse? Mais par quel miracle, et oui on est le 15 août, par quel miracle apparaissent sur notre écran des pubs très ciblées qui correspondent exactement aux informations qu'on était en train de consulter? Quelle part de notre vie privée, de notre navigation internet est récupérée, analysée par les commerçants du web, les attrape-nigo 2.0? Pour répondre à vos questions, au téléphone avec nous Jérémy Zimmermann, ingénieur consultant en technologie collaborative. Vous représentez la Quadrature du Net qui défend les droits et les libertés individuelles sur Internet, et vous représentez également April qui promeut le logiciel libre. Nous sommes en ligne également avec Jacques Hainaut, auteur, conférencier et journaliste spécialiste des nouvelles technologies. Et puis en studio, Étienne Drouard, avocat, spécialiste de la protection de la vie privée et ancien membre de la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Et à mes côtés également, Michael Villaume, que l'on est allé chercher 2 étages au-dessus de ce studio 72. Vous êtes web analyste à la direction des nouveaux médias du groupe Radio France. Bienvenue à tous les 4. Cette émission a été préparée par Diane Varin qui, depuis son village gaulois virtuel, résiste toujours à l'envahisseur Facebook, Twitter, Gmail et consorts, et par Paul-Rémy Barjavel. Quand on le cherche, lui, il est sur l'équipe.fr. Allez, nous attendons vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 et évidemment sur franceinter.fr, sur la page Facebook du téléphone sonne et Twitter avec le hashtag Telson. Le téléphone sonne, Gilles Allais, sur France Inter. Alors ça nous est tous arrivé, hein. On cherche un billet de train sur Internet, on ne commande pas immédiatement, on y revient quelques minutes plus tard et bizarrement le prix a augmenté. Toute la question est de savoir si le site a conservé la trace de notre recherche et nous met la pression, nous gonfle artificiellement le prix pour nous forcer à acheter maintenant et pas plus tard. C'est ce qu'on appellerait l'IP tracking, pisté par notre adresse IP, la signature chiffrée de notre ordinateur. L'eurodéputée Françoise Castex a lancé l'alerte, la Commission de l'informatique et des libertés, la CNIL, enquête. Mais cela existe-t-il vraiment, l'IP tracking? C'est peut-être à vous, maître Étienne Drouard, que je vais poser la question. Fantasme ou réalité, l'IP tracking? C'est une réalité qui consiste à adapter le contenu qu'on va voir sur un site internet à une visite précédente et à ce qu'on peut avoir laissé comme trace avant le moment en temps réel où on est en train de le visiter. IP, ça veut dire Internet Protocol, c'est l'adresse, la plaque d'immatriculation d'une machine connectée sur Internet et qui fait que, à distance, vous allez consulter une page qui vous renvoie des données à chaque fois que vous cliquez. Toute communication distante implique une trace. Entre l'émetteur d'une information et celui qui va la recevoir. La question est de savoir l'usage qu'on en fait et la conservation qu'on lui donne. Et que dit la loi sur cet espace justement? On a le sentiment que le net, que les utilisateurs du net, les acteurs du net ont toujours une longueur d'avance sur la loi. Eh bien non, parce que la loi était là avant eux et même si on pense qu'elles vieillissent vite, ces lois, elles ont posé des principes pour la France en 1978 avec la loi informatique et liberté. D'abord de transparence, c'est-à-dire informer les personnes de l'usage et des finalités pour lesquelles on va utiliser leurs données ou des traces de leurs usages, de l'Internet. Deuxièmement, une durée de conservation qui doit être proportionnée à un motif légitime. Et puis troisièmement, un droit d'accès et aussi un droit à consentir, c'est-à-dire le fait pour les personnes de pouvoir demander une copie des informations qu'on a sur elles. Et le droit à consentir ou le droit d'opposition, c'est le fait de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. C'est 2 natures de droit, l'un est encore plus fort que l'autre, le droit de dire oui, parce que sans dire oui, rien ne se ferait. Et c'est ça qui régule la protection de la vie privée en Europe depuis 95, l'harmonisation s'est faite, et aux États-Unis depuis 84, où une première loi sur la vie privée avait posé aussi des principes de transparence et de droit des personnes. Donc les vieilles lois, les vieux outils régissent l'utilisation des nouvelles technologies. Mais Jérémy Zimmermann, vous qui êtes en ligne avec nous, ingénieur, consultant en technologie collaborative, on a le sentiment que quand même, si l'IP tracking existe vraiment, ça va être extrêmement dur à prouver. Hein, son existence va être dure à prouver. Donc les poursuites seront difficiles à mettre en œuvre. Jérémy Zimmermann. Ah, on a perdu. Il est un petit peu ambigu parce que on parle ici évidemment de tracking, de traçage des utilisateurs, mais absolument pas basé sur les adresses IP. Lorsque vous êtes 10 à partager une connexion Internet dans une entreprise ou dans un foyer ou quoi, vous partagez la même adresse IP. Donc essayer de vous pister à partir de l'adresse IP, ce serait très imprécis. On parle ici de traces de navigation.
On parle ici de données qui sont stockées à l'insu de l'utilisateur très souvent dans son navigateur, dans son ordinateur pour pouvoir mieux le pister, pour pouvoir mieux collecter des informations relatives à sa navigation, à son comportement. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui a été mal nommé IP tracking concernant les réservations de billets de train ou de billets d'avion n'est qu'un épiphénomène. Ça n'est qu'une manifestation de ce flicage permanent des utilisateurs basé sur leurs données personnelles, basé sur leurs données de navigation. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que d'une part, la loi informatique et liberté, la directive de 95, semble avoir été complètement contournée par les acteurs économiques de l'Internet, et de l'autre, qu'elle n'est plus assez précise. Quand on parle de ces fameuses données de navigation, le fait que l'on puisse savoir que vous, tel jour, à telle heure, vous êtes connecté à tel site, puis que vous y êtes revenu, puis que vous avez cliqué tel bouton qui dit « j'aime », tel contenu, etc. Est-ce que ce sont réellement des données personnelles au sens de la loi de 78 ou de la directive de 95 ? Rien n'est moins sûr. Et les acteurs économiques jouent sur cette ambiguïté. Le fait est qu'en permanence, on est en train de laisser des traces, de lâcher comme le petit pousset, à notre insu, des petites boulettes de pain, des petits éléments de données qui, mis bout à bout, permettent de reconstituer des profils, lesquels profils ont d'une part une énorme valeur commerciale, et de l'autre révèlent énormément sur notre vie privée, permettent de porter atteinte à notre vie privée. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut impérativement redéfinir. Que veut dire protéger notre vie privée aujourd'hui ? Que veut dire même une donnée personnelle ? Pour rebondir sur ce que vous dites, Jérémy Zimmermann, David nous écrit sur franceinter.fr « J'ai un profil Facebook, est-ce qu'en tant qu'internaute, j'ai une valeur marchande aux yeux de Facebook ?» Jacques Hainaut, vous qui êtes spécialiste des nouvelles technologies, est-ce qu'on connaît la valeur marchande d'un utilisateur de Facebook ? La valeur marchande de l'utilisateur de Facebook, vous prenez la capitalisation boursière de Facebook et vous la divisez par le nombre d'utilisateurs de Facebook, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, on arrive à peu près à une valeur pour 500 millions de dollars en bourse et 1 milliard d'utilisateurs, un peu moins d'$1 pour l'instant. Donc pour l'instant c'est pas très valorisé, mais lorsque Facebook valait 1 milliard de dollars en bourse, c'était $1 par utilisateur à peu près, ça pourrait augmenter. Voilà, si on fait un rapide calcul, mais c'est sûr que si un site est gratuit aujourd'hui, comme Facebook ou comme plein d'autres services dans les grands noms d'Internet, on peut en citer sans faire de publicité, ils sont tellement connus, Yahoo, Google, etc. Quand le service est gratuit, c'est que vous êtes la marchandise, c'est-à-dire qu'ils vendent vos informations à des annonceurs et ces annonceurs, c'est eux qui vont payer ces entreprises et qui vont leur permettre de gagner de l'argent. D'autant qu'aujourd'hui, la gratuité sur le web, c'est quand même la règle. Voilà, exactement. Donc on a été habitué depuis le début à la gratuité, donc on pourrait revenir sur les effets pervers de la gratuité, en particulier pour tout ce qui est problème de droits d'auteur, mais effectivement si on s'intéresse à la publicité comportementale, à la publicité en ligne, à la publicité sur Internet, c'est ça qui fait vivre les grands acteurs aujourd'hui d'Internet. Vaste sujet, on va l'évoquer longuement la publicité, mais je voudrais avant faire un détour par le standard de France Inter. Je rappelle que si vous voulez participer à l'émission, c'est le 01 45 24 7000, c'est franceinter.fr, c'est la page Facebook du Téléphone Sonne et Tel Sonne sur Twitter. Et au standard France Inter, nous avons Bernard. Bonsoir Bernard, qui nous appelle du Jura. Bonsoir. Quelle est votre question, Bernard ? Voilà, j'ai eu la surprise lors d'une recherche pour ma généalogique de taper mon nom de famille et mon prénom sur Internet. Et j'ai atterri sur un site qui s'appelle Annuaire-Tel 247. Et j'ai découvert sur cet annuaire, qui est, je pense, privé, c'est pas Orange, où il y a mon adresse, mon téléphone, le plan, donc on peut localiser mon domicile. Il y a également la liste de tous mes voisins, dans un rayon de 500 mètres, et avec possibilité de contacter ces voisins. Il y a ensuite tous les noms similaires à mon nom de famille au niveau national. Il y a ensuite de plus amples informations, style liste d'envie d'Amazon qui me correspond, liste où flirter avec X, profil Twitter, profil Facebook, photo. Enfin bref, un dépôt entier de votre vie privée qui apparaît sur Internet. Maître Étienne Drouard, comment on peut empêcher cela ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Légalement, oui, on peut l'empêcher, mais c'est des garanties de papier.
Ce que vous avez constaté en faisant vos recherches généalogiques, c'est que des choses étaient sur Internet alors que vous les aviez pas mises. Ça soulève une question qui s'appelle la collecte indirecte, c'est-à-dire le fait que quelqu'un récupère des informations sur vous, mais pas auprès de vous, auprès d'une autre source. En l'occurrence, les caractéristiques que vous avez décrites, c'est celles d'un annuaire téléphonique, d'un service de cartographie, et ensuite d'analyse de bases de données sur des mots à consonance voisine et des noms voisins. Les personnes qui ont fait ça vous en veulent pas, mais ce qui vous effraie, c'est que vous ne l'avez pas maîtrisé et qu'on l'a fait à votre insu, sans vous demander votre avis. Et la question que vous me posiez, c'est de savoir quel est le contrôle qu'on peut avoir là-dessus. Ouais, comment on peut l'empêcher? Je ne vais pas vous mentir, l'humilité du juriste consiste à vous dire, en pratique, vous n'avez pas de contrôle là-dessus, mais en droit, vous en avez un. Et la meilleure manière de faire vivre une loi, c'est de l'exécuter, de la faire vivre en exerçant ses droits. En l'occurrence, si vous voulez vous opposer à l'usage de vos données juridiquement sur le territoire français ou européen, vous avez le droit de le demander à n'importe quelle entreprise pour qu'elle supprime vos informations. J'ai bien pris la précaution de dire en droit français ou sur le territoire européen. Ce sera facile dans cet environnement-là, un peu fastidieux, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, mais en tout cas vous en avez le droit, et si on vous refuse de satisfaire ce droit, les peines sont lourdes, mais une loi ne vit pas que par la sanction, la menace, elle vit par le quotidien de l'usage qu'on en fait. Mais parfois le site est hébergé aux États-Unis, à Singapour, etc. Oui. Jérémy Zimmermann, vous voulez compléter la réponse. Vous êtes ingénieur consultant en technologie collaborative. Alors, cette question est très pertinente parce qu'elle montre que, au-delà des calculs que l'on peut faire aujourd'hui sur la capitalisation boursière de ces entreprises, que lorsque l'on diffuse nos données personnelles, en réalité, c'est un pari sur l'avenir. On ne peut pas savoir ce qui sera fait demain avec nos données, alors qu'au moment où on les laisse filer, on est obligé de prendre une décision. Et on s'en aperçoit en général lorsqu'il est trop tard. Donc vous apercevez aujourd'hui que vous avez accepté peut-être de figurer dans les pages blanches plutôt qu'être sur liste rouge, et que de là, certaines données personnelles ont été rendues publiques, et que ces données personnelles, agrégées à d'autres, donnent un profil beaucoup plus précis que ce que vous pensiez. Et c'est ça qui est véritablement effrayant, c'est de voir non pas la collecte individuelle d'éléments d'information, mais voir ce qui est fait par cet agrégat. Lorsque l'on bâtit un profil à partir de toutes les données qui sont collectées sur un individu. Et une étude récente par des chercheurs anglais montrait que juste en connaissant vos likes sur Facebook, donc juste ces boutons que vous cliquez pour dire j'aime telle ou telle chose, juste avec ces informations-là, on peut à plus de 90% décrire si vous êtes fumeur, oui ou non, votre orientation sexuelle, si vous êtes marié ou divorcé. Et donc on est en permanence en train de faire des paris sur l'avenir, on hypothèque nos données personnelles en disant bah oui, je vais sur Facebook parce que j'ai plein d'amis là-bas et que ça a l'air sympa. Oui, j'utilise Google, ça n'a pas l'air dangereux. Oui, j'utilise un ordinateur Apple qui me verrouille dans ces logiciels, etc., sans réellement comprendre. On est dans une situation où on signe des contrats sans savoir lire. Et puis on en revient effectivement à l'image du petit pousset qu'on donnait tout à l'heure. Voilà, on sème des cailloux et les cailloux font des gros rochers mis les uns à côté des autres. Un mot pour compléter de Jacques Hainaut, et j'ai beaucoup de questions d'auditeurs au Standard de France Inter ensuite. Un mot, Jacques Hainaut. Oui, alors c'est vrai que c'est très difficile de maîtriser ses coordonnées personnelles, par exemple, pour revenir sur la question de votre auditeur, mais c'est possible. Moi, je m'efforce très concrètement de faire en sorte que mon adresse personnelle n'apparaisse pas sur Internet. Pour l'instant, mais je touche du bois. C'est vrai, j'y suis arrivé. C'est vrai que ça demande, par exemple, demander à son opérateur de téléphonie mobile de ne pas transmettre vos données, etc., demander à votre fournisseur d'accès Internet de ne pas transmettre vos données, etc. Donc c'est une vigilance de tous les instants, mais c'est possible. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'effectivement, à côté de nous, se propagent dans le monde entier des doubles numériques de nous-mêmes. Voilà, des doubles numériques qui sont constitués des clones numériques, des doubles numériques de nous-mêmes qui sont constitués d'informations qui sont recoupées avec toutes les informations que nous laissons sur Internet, mais dans des fichiers commerciaux aussi papier, que lorsque nous nous abonnons à des revues, etc. Et ces informations, effectivement, sont de plus en plus facilement recoupées. Elles constituent des doubles numériques qui sont utilisés pour différentes choses, la publicité,
mais vous savez aussi peut-être pas que PayPal, par exemple, a quelques dixièmes de seconde pour déterminer si vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur et vous ouvrir un compte. PayPal, rappelons-le, c'est un service de paiement sur Internet qui est très utilisé. Et lorsque vous vous inscrivez pour la première fois, ils ont quelques dixièmes de seconde pour déterminer si vous êtes un bon payeur ou pas, si vous existez ou pas. Donc ils vont regarder toutes les traces que vous avez laissées sur Internet. Ils ont racheté une entreprise il y a quelques années, une entreprise israélienne qui était spécialisée là-dedans. Mais ça peut être aussi utilisé à des fins politiques ou à des fins judiciaires, terroristes. On l'a vu contre le terroriste, on a vu l'affaire Snowden, ce que ça a donné. Alors on va pas aller jusque-là aujourd'hui. Allez, au Standard France Inter, le témoignage de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Alors, vous travaillez pour un hébergeur, je crois qu'il faut le préciser déjà d'entrée de jeu. Absolument. Et que vouliez-vous nous dire alors Sébastien? Alors voilà, plus qu'une question, c'est une intervention. C'est quelqu'un qui travaille dans le métier. Et tout simplement, on parlait tout à l'heure d'IP tracking. Alors sans aller jusqu'à ce point-là, le fait de savoir d'où, géographiquement parlant, provient une IP donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire que lorsqu'on va ouvrir un compte quelque part, l'IP est identifiée à un pays, à un territoire, à une région, et peut indiquer, si vous avez donné une adresse à tel endroit et votre IP provient de tel autre endroit, peut indiquer que vous êtes potentiellement un pirate, sans parler de hacker et entrer dans les détails, mais vous voulez sur cette idée-là. À côté de ça, un de vos intervenants parlait tout à l'heure d'agrégation de données. C'est justement là que devient important toute cette histoire, c'est-à-dire qu'une donnée en elle-même n'est rien. Plusieurs données, la donnée vous concernant et une donnée concernant l'un de vos voisins et l'un de vos amis, etc., toutes mises ensemble, peuvent effectivement dresser votre profil sur Internet. Ce n'est pas vous, personnellement parlant, c'est votre activité sur Internet qui est traquée, qui est fichée et qui est agrégée. Et effectivement, vous devenez un profil, un avatar, vous devenez une identité sur Internet et non pas une personne physique. Voilà, ce que vous nous dites, Sébastien, et je le fais valider par nos invités en studio et au téléphone, c'est qu'on n'est pas un monsieur X sur Internet, on est un numéro, on est une adresse, on est une boîte, mais on en sait beaucoup sur ce numéro, sur cette adresse ou sur cette boîte. Tout à fait. Oui. On ressemble à des personnes qui ont un profil de navigation similaire, qui ont des comportements similaires. Et puisque nous sommes des dizaines de millions maintenant à nous connecter sur Internet, nos goûts et comportements, comme le disait Jérémy, deviennent prévisibles parce qu'ils ressemblent à des scénarios de navigation qu'ont eu d'autres personnes avant nous. Ça nous fait peur parce que on n'aime pas ressembler à quelqu'un d'autre et on n'aime pas ressembler à des centaines de milliers d'autres personnes et on n'aime pas que quelqu'un sache à notre place ce qu'on va faire dans 3 secondes ou dans 3 jours. Gérard nous dit sur la boîte mail du téléphone sonne sur franceinter.fr, est-ce qu'avec la fonction navigation privée, on est pisté également? Jérémy Zimmerman, Jacques Hainaut, peut-être l'un de vous deux pour répondre. Est-ce que la fonction navigation privée nous protège? Non, elle ne vous protège pas. En fait, ça permet toujours, par exemple, si vous êtes vous faites une recherche sur Google et vous activez effectivement la navigation privée sur votre navigateur. La navigation privée, c'est ce qui permet normalement de ne pas laisser de traces, mais ça va pas de traces sur votre ordinateur. Ça ne va pas laisser de traces dans l'historique de votre navigateur. Mais par contre, ça va laisser des traces sur tous les serveurs par lesquels vous allez passer pour accéder au site que vous voulez visiter. Donc, d'ailleurs, c'est très bien indiqué en général sur la fonction, lorsqu'on active la fonction navigation privée sur un navigateur, il est bien précisé, attention, vous allez laisser des traces sur tous les sites que vous allez traverser. Je me tourne vers Michael Villaume, qui est web analyste à Radio France, qu'on a assez peu entendu jusqu'à présent. Alors, on a bien compris qu'on est quasiment nu à partir du moment où on va sur Internet et si on ne sait pas exactement comment se protéger, comment avancer masqué. Vous qui êtes au cœur de ce système pour le groupe Radio France, alors pas à des fins commerciales, mais à des fins éditoriales. Voilà, donc on est un peu les chevaliers blancs quand même ce soir. De quel stratagème usent les internautes pour essayer d'avancer un peu plus masqué? Alors, le principe, il est là, c'est que si effectivement les internautes avancent masqués, moi je peux pas les voir. C'est tout bête, hein, mais moi effectivement j'utilise la technologie des cookies pour savoir si un internaute est venu sur un site de Radio France ou pas. Et c'est vrai que si du coup l'internaute refuse les cookies, ou même s'il a été déclaré opt-out sur le système de tracking qu'on utilise, à ce moment-là, moi je ne peux pas le traquer. Donc je ne sais pas sur quelle page il a été, je ne peux même pas enregistrer sa visite.
Donc voilà. Donc il y a des possibilités aujourd'hui et effectivement elles sont un peu utilisées. Elles sont pas suffisamment certainement mises en avant. Peut-être que la plupart des internautes n'en ont pas conscience, mais il y a des possibilités aujourd'hui qui existent pour ne pas être traqués. Est-ce que par exemple, et là je me tourne vers Maître Drouard, surfer depuis un spot Wi-Fi public, ça nous permet d'avancer un peu plus masqué ? Ça permet d'avancer un peu plus masqué dans la relation que vous avez avec votre fournisseur d'accès, parce que en l'occurrence c'est celui d'un jour, celui du cybercafé que vous êtes en train d'utiliser. Mais il est vrai qu'à travers l'aveuglement que peut avoir un web analyste lorsqu'une personne a pris quelques précautions techniques pour ne pas laisser de traces ou en laisser moins, parce qu'elle refuse telle ou telle technologie qui permettrait de la tracer, c'est une question d'éducation et d'efficacité des outils. Et moi, je suis content que vous me posiez à moi, le juriste, la question de savoir ce qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est de mettre de la vie privée dans les outils. Les Américains ont une expression pour ça qui s'appelle « privacy by design ». C'est-à-dire concevoir des outils de navigation pour lesquels vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne un ordinateur, pas plus que pour la télévision, vous saviez comment fonctionnait un tube cathodique, mais qui fait qu'on peut par défaut avoir une configuration du matériel et du logiciel qu'on utilise, qui fait que ça va laisser moins de traces. Aujourd'hui, la guerre transatlantique sur le niveau de protection de la vie privée, qui est une guerre commerciale, consiste à savoir quel est le niveau de protection que par défaut les outils que vous utilisez offrent et garantissent. Jérémy Zimmerman, vous qui êtes ingénieur et consultant en technologie collaborative, est-ce qu'il y a des navigateurs Internet plus perméables, d'autres plus sécures que les autres ? Alors, il y a évidemment un ensemble de technologies que l'on peut utiliser pour se rendre un peu plus anonyme sur Internet. Je ne vais pas les évoquer toutes. Utiliser le navigateur Firefox avec son extension NoScript qui permet de bloquer l'exécution à distance de logiciels espions, utiliser par exemple le réseau Tor pour anonymiser sa connexion et surtout adopter des réflexes. Le réseau Tor, on va expliquer aux auditeurs de France Inter, c'est une mise dans un pot commun des adresses IP de tous les gens qui sont sur ce réseau. Et effectivement, ça permet d'avancer avec l'adresse IP qui est celle d'un autre. C'est un réseau d'anonymisation. Mais si au travers du réseau Tor, vous utilisez Facebook avec votre compte Facebook, vous allez tout de même laisser vos informations personnelles à Facebook. Le masque tombe. Mais ce qui est évidemment. Donc, ce qui est important ici, et ça a été évoqué rapidement, c'est qu'une solution ne peut pas être que technologique. Il faut évidemment que l'on continue de faire avancer ces projets de logiciels libres, ces logiciels qui appartiennent à tout le monde et qui nous permettent d'être plus libres, de nous émanciper de ce contrôle. Il faut évidemment aussi des solutions juridiques. Et en ce moment, à Bruxelles, est en train d'être élaboré un règlement sur la protection des données personnelles qui est l'objet d'une campagne sans précédent de lobbying de la part de Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. Ces mêmes entreprises qui ont été prises la main dans le sac en train de livrer les données de leurs utilisateurs à la NSA. Donc il faut une solution juridique également, mais là non plus, elle ne peut pas tout. Ce qu'il faut au bout du compte, c'est une prise de conscience des citoyens que ces données personnelles sont absolument cruciales, qu'elles ont une valeur économique dont on est en train de se faire déposséder d'une part, mais qu'elles ont également une valeur politique, une valeur sociale, qu'une entreprise comme Google qui connaît tout de tout le monde est absolument toute puissante et qu'un gouvernement qui a la main dessus sera lui aussi en capacité de contrôler les individus. Donc il faut forcément prendre conscience de cette valeur-là et là réaliser qu'au bout du compte, lorsque l'on parle de protection de vie privée, lorsque l'on parle de sécurité informatique, lorsque l'on parle de sécurité des données, il y a une notion qui est au cœur de tout ça et c'est la notion de confiance. Et que se dire que l'on va pouvoir faire confiance à un acteur comme Google, comme Facebook, comme Microsoft ou comme Apple pour protéger nos données personnelles à notre place, c'est une illusion. Et les révélations d'Edward Snowden l'ont très bien démontré. Question de confiance, question rapide de Nadine sur la boîte mail du téléphone sonne. Est-ce que le fichage concerne également les intranets, c'est-à-dire l'Internet de l'entreprise ? Alors, Maître Drouard. Oui, c'est un fichage que peut faire une entreprise à l'égard de ses salariés, mais sans utiliser de mots comme ça qui sont lourds de sens. Puisque toute communication à distance laisse une trace et qu'un salarié qui arrive sur son poste le matin ouvre une session avec son ordinateur, il indique son nom d'utilisateur et son mot de passe, et les différents accès qu'il va avoir en interne de l'entreprise et les sites qu'il va visiter, les services qu'il va utiliser vont laisser des traces, pas nécessairement du contenu de la communication qu'il peut avoir avec quelqu'un, mais en tout cas des services qu'il a consultés.
Donc l'internet, ça laisse des traces, l'informatique, ça laisse des traces. C'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'usage qu'on va en faire. Un mot pour compléter, Michael Villaume, de la direction des nouveaux médias de Radio France. Oui, alors en fait, avant, donc dans ma carrière toute jeune, mais quand même existante, j'ai déjà fait des plans de marquage, donc c'est-à-dire justement des systèmes de tracking des intranets, enfin d'un intranet au moins d'une entreprise. À l'époque, il avait quand même été réalisé en collaboration avec l'entité juridique, enfin la direction juridique de cette entreprise-là, pour justement garder les données sur les utilisateurs de cet intranet anonyme, mais malgré tout, pour pouvoir savoir que faisaient les gens sur cet intranet et du coup pouvoir améliorer l'intranet. Donc voilà, l'anonymat est quand même relativement limité. Voilà. Oui. Le téléphone sonne, Gilles Allais. Allez, retour au standard de France Inter, 01 45 24 7000 avec David qui nous appelle de Pau. Bonsoir David. Bonsoir, nous vous écoutons. France Inter de prendre ma question. Voilà, je voulais savoir justement, il y a une question un peu subsidiaire, dans le sens où la webcam qu'on utilise sur tous les ordinateurs maintenant, qui est devenue une monnaie courante, est-ce que quand l'ordinateur est coupé chez soi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une intrusion dans la vie privée via certaines personnes mal intentionnées qui pourraient filmer à notre insu notre vie, notre intérieur. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une prise de commande à distance de l'ordinateur, même lorsqu'il est éteint, Maître Drouard ? Alors techniquement, tout est possible, mais cet usage justement d'une caméra qui filme tout le temps est en train de se développer. Il y a une console de jeu qui fait fureur et qui pose une lourde question, qui est de savoir si la webcam qu'on va utiliser pour jouer de manière interactive avec un copain en face filme en permanence le joueur dans son espace de vie. Deuxième sujet qui concerne le port de lunettes contenant des webcams, où non seulement on sera très content d'avoir une information informatique qui apparaît dans l'écran de notre lunette, mais on sera aussi en train tous de se filmer et de se regarder face à face par lunettes numériques interposées. Et donc la question que vous posez, elle est juste à temps, parce que si aujourd'hui on n'impose pas dans les normes techniques de faire en sorte qu'une webcam montre quand elle filme et quand elle filme pas, le petit bouton rouge qu'on voit en bas des vieux caméscopes des années 80, si on l'impose pas, nous allons tous être en train d'alimenter en information des prestataires de services, parce qu'on sera des millions à être très contents de porter des caméras sur nos lunettes. Alors ça pose, Jacques Hainaut, la question des lobbies. Finalement, les lobbies d'utilisateurs sont toujours moins puissants que les lobbies d'acteurs du net. Et là, ce qu'explique Maître Drouard, c'est qu'il faut s'unir pour être plus fort. On est d'accord? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu David contre Goliath. Donc le Goliath étant plutôt américain. Et il faut faire du lobbying à notre échelle. Et le lobbying, à mon sens, il commence par une prise de conscience des jeunes, des collégiens, des enfants qui commencent à utiliser parfois à 10 ans, à 9 ans, à 10 ans, des réseaux sociaux, qui commencent à utiliser tous ces outils très jeunes et qui n'ont aucune conscience d'abord de toutes les traces qu'ils laissent, et ensuite des enjeux financiers, publicitaires qu'il y a derrière. Je donne des conférences devant des collégiens, devant des lycéens, et lorsque je leur demande comment Google, comment Facebook gagnent de l'argent, ils ne se sont jamais posé la question. Et oui. Et donc, je pense que le lobbying, il commence là. Il commence par un lobbying de formation, de sensibilisation auprès de la génération actuelle. Qui est née avec ces outils. Qui est née avec ces outils et qui a tellement pris l'habitude d'utiliser ces outils qu'elle ne se pose pas de questions sur tous les enjeux économiques qu'il y a derrière. Eh bien, Stéphane, lui, se pose des questions au Standard France Inter. Bonsoir, Stéphane. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Montpellier. Oui. Je voulais poser la question. Je suis utilisateur d'emails gratuits, genre Gmail, La Poste, etc. Et je voulais savoir quel était l'avantage pour eux de donner un tel service gratuitement. Est-ce qu'ils sont capables de lire mes mails? Est-ce qu'ils ont le but à lire mes mails? Alors, est-ce qu'il une autre question derrière. Alors, on va vous garder pour la deuxième partie de la question. Est-ce que les fournisseurs d'accès, les messageries ont accès au contenu de nos écrits? Qui veut répondre? Michael Villaume, éventuellement? Maître Drouard? Oui, je veux bien. Il y a des outils d'analyse automatique des mots qui sont contenus dans vos messages, les messages que vous envoyez, les messages que vous recevez. Et à partir de ces mots, on va déduire des offres qui peuvent être pertinentes et qui vont être insérées dans les messages que vous envoyez à destination de vos interlocuteurs.
Et ça permet de financer le service. Alors, ne me c'est faites quoi, pas dire c'est une, que c'est une- la c'est- Poste voilà. le fait. Hein. Voilà, on dit pas que la Poste le fait, on dit pas non plus qu'il y a des petits hommes dans des caves qui lisent vos mails, mais que c'est une analyse automatique et sémantique de tout ce qui est écrit sur Internet, y compris dans des messages privés, on est d'accord. Exactement. Ce qu'on sait lire du contenu d'une page web pour y adapter la publicité qui est sur la partie à gauche ou à droite, on sait le faire dans un message électronique. Techniquement, c'est la même chose, mais on y est plus sensible pour la messagerie parce qu'on pense à la correspondance privée et à l'intimité de ce qu'on se raconte avec nos interlocuteurs. Pour compléter la question, Jérémy Zimmerman et puis Jacques Hainaut, ensuite un mot avant d'avoir la deuxième partie de la question de Stéphane. Jérémy Zimmerman. Techniquement, lorsque vous envoyez un email sur Internet, c'est exactement comme si vous envoyiez une carte postale. N'importe qui en chemin peut lire le contenu. Il n'y a pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. C'est exactement. Alors le fournisseur, qui soit Gmail ou la Poste de ce service d'email, peut y accéder, mais aussi en chemin vers votre destinataire, ce sont des dizaines d'opérateurs par lesquels va transiter votre courrier, qui eux aussi peuvent le lire sans avoir besoin d'ouvrir une enveloppe, sans même que vous le sachiez. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a conscience. Il existe des technologies dites de chiffrement qui permettent aux utilisateurs, un logiciel de chiffrement simple pour le mail, c'est GPG, qui existe dans le logiciel de messagerie Thunderbird qui s'appelle Enigmail. C'est du codage en fait, hein, on code. Le chiffrement, voilà, il s'agit de mettre en quelque sorte une enveloppe autour de votre message, mais une enveloppe mathématique qui garantit que seule la personne à qui vous envoyez votre message pourra le lire. Ces technologies existent depuis longtemps, mais elles ne sont pas utilisées parce que, évidemment, l'intérêt de Google ou de la Poste, alors la Poste, c'est régi par le droit français, on peut un petit peu plus contrôler ça, un peu plus y accéder que Google, mais l'intérêt d'un Google, c'est évidemment de faire un maximum de ces analyses statistiques, d'en savoir un maximum sur vous, et on le voit depuis quelque temps, l'intérêt de Google est aussi de laisser le gouvernement américain piocher dans le contenu de vos mails quand ils en ont envie, quand ils soupçonnent que vous êtes l'ami, d'un barbu un petit peu louche. Et donc, c'est leur raison d'être à Google de ne pas vous faire chiffrer vos messages, de ne pas vous permettre de protéger vos communications privées, parce que c'est comme cela qu'ils tirent leurs bénéfices. Le poids des lobbies encore. Jacques Hainaut, un mot pour compléter, et ensuite on retourne vers Stéphane. Oui, pour compléter sur le pourquoi est-ce que Google, par exemple, offre des services gratuits comme Gmail, Google+, etc., leur réseau social concurrent de Facebook, c'est tout simplement que au moment, lorsqu'on va utiliser ces services, Google, Gmail ou Google+, on va devoir s'identifier, c'est-à-dire qu'on va devoir rentrer son identifiant et son mot de passe, et donc là, Google va savoir exactement que c'est Jacques Hainaut, par exemple, qui est en train de se connecter à son ordinateur. Donc c'est plus seulement une adresse IP, l'adresse IP, on sait juste que c'est un ordinateur qui est en train de naviguer sur Internet, mais on ne sait pas qui est derrière l'ordinateur, ça peut être, prenons l'exemple de mon ordinateur familial, ça peut être ma femme ou un de notre enfant, mais lorsque moi je me connecte à Google, Gmail, Google+, ou Facebook, Google, c'est que c'est moi, c'est Jacques Hainaut. Et là, ils vont pouvoir suivre Jacques Hainaut précisément au cours de toutes ces pérégrinations sur Internet, accumuler un maximum d'informations sur moi, en déduire mes centres d'intérêt et me proposer des publicités qui vont m'intéresser, sur lesquelles je vais cliquer. Donc ça va leur apporter plus d'argent. Alors c'est ce qu'on appelle le retargeting, Michael Villaume, c'est-à-dire qu'on établit instantanément un profil de la personne qu'on voit circuler sur Internet et on lui adresse des messages, le bon message à la bonne personne au bon moment. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le targeting, c'est pas juste de l'analyse comportementale de l'internaute, enfin de son comportement sur un site. Le retargeting, c'est par exemple, j'ai été sur un site e-commerce type Fnac, je vais sur un autre site et on me resserre en bannière publicitaire le produit que je viens de voir sur la Fnac. Ça, c'est le retargeting. C'est effectivement quelque chose qui est apparu il y a peut-être 2-3 ans, a priori, qui a été perçu comme très intrusif par la plupart des internautes, moi y compris d'ailleurs. Il n'empêche que voilà, ça reste, on va dire, dans un système de légalité, puisque la Fnac ne sait pas, elle, que vous, personnellement, vous avez été voir ce produit-là. C'est simplement votre navigateur qui est gardé dans le cache de son navigateur, donc dans la mémoire interne cachée de la petite miette, voilà, de la Fnac, qui avait dit qu'effectivement vous aviez été voir ce produit. Donc on va réutiliser cette petite miette sur un autre site via un espace publicitaire pour dire vous avez vu ce produit-là, est-ce que vous voulez vraiment pas l'acheter ? Allez, Stéphane, vous aviez une deuxième question, vous nous avez dit. Oui, ma nouvelle question, c'était pour savoir justement, quand on est sur Facebook, on sait qu'on offre quelque chose à Facebook, quand on est sur Google, on offre à Facebook. À Google quand on se connecte à Google, on donne à Google. Je me qu'on parle des fournisseurs d'accès, eux qui voient la totalité de ceux qui naviguent, la totalité de quel site j'ai visité, qu'est-ce que j'ai écrit. Ils
ils voient ma navigation, ils voient mes mails, ils voient vraiment tout. Et là, on n'en parle jamais. Alors, est-ce qu'ils sont eux dans la toute puissance, les fournisseurs d'accès, Jacques Hainaut? Alors, ils sont dans la toute puissance, parce qu'effectivement, c'est par eux que par leurs tuyaux que transite tout ce que nous faisons sur Internet. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a une loi en France qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à conserver pendant 1 an toutes nos données de connexion. Officiellement, c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais ça peut aussi être utilisé pour la lutte contre d'autres délinquants, le grand banditisme, etc., ou d'autres affaires. Mais ça peut être aussi utilisé, ça pourrait être réquisitionné à des fins politiques. On sait qu'en Chine, il vaut mieux pas faire s'opposer au régime en le proclamant sur Internet, parce que les fournisseurs d'accès à Internet vont forcément vous dénoncer. C'est un système très fermé en Chine en plus. On n'a pas Facebook, Twitter, mais on a les équivalents locaux qui effectivement donnent tout au pouvoir en place. Jérémy Zimmerman, vous vouliez compléter? Oui, cet exemple démontre la portée politique de nos données personnelles et de la protection de notre vie privée. C'est pas simplement le prix des billets de train, c'est pas simplement la capitalisation boursière de Google. Au-delà de Google, on l'a vu, c'est le pouvoir que prend le gouvernement américain sur nos communications et sur la vie des citoyens du monde entier. Et il faut se reposer la question. La protection de la vie privée, c'est un droit fondamental, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'ONU et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Qu'est-ce que la protection de la vie privée? La protection de la vie privée, c'est ce qui permet d'utiliser les autres libertés fondamentales. Si vous savez espionner en permanence, vous n'allez pas parler de la même façon. Vous n'allez pas parler du gouvernement, vous n'allez pas parler de votre patron, vous n'allez pas parler d'un crime que vous constatez. De la même façon, si vous savez espionner, vous n'allez pas aller à une réunion d'un parti politique, vous n'allez pas vous exprimer publiquement sur un forum pour dire que vous êtes gay ou que vous avez telle maladie ou tel problème psychologique. Donc la protection de la vie privée, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, d'absolument fondamental pour nos sociétés. On voit que les entreprises et les gouvernements en abusent. On l'a bien compris, Jacques Hainaut, on l'a beaucoup expliqué. J'ai encore des questions d'auditeurs, je voudrais qu'on avance assez rapidement. Allez, Annie au standard de France Inter. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Rapidement. Oui, je voulais vous poser une question. J'ai un anti-espion sur mon ordinateur, il s'appelle Spybot, et ça fait plusieurs semaines qu'il me détecte ce qu'il appelle un delta.toolbar, mais il n'arrive pas à le détruire. Et moi, je voudrais savoir ce que cet espion me vole comme données, quelles conséquences ça a sur mes données, sur mon ordinateur. Jérémy Zimmerman, peut-être? Le conseil à vous donner, c'est d'utiliser les logiciels libres. Les logiciels libres, c'est des logiciels amis, c'est les logiciels qui appartiennent à tout le monde et sur lesquels l'auteur original vous donne le même droit, les mêmes libertés qu'il a lui-même sur son logiciel. Ce que vous utilisez là, c'est des logiciels fermés, c'est des logiciels privateurs qui sont faits pour vous empêcher de comprendre comment ils fonctionnent. Donc votre Delta chose, là, il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est ou comment il fonctionne. Nettoyez tout ça, enlevez ce Windows, enlevez ces toolbars et ces machins, passez du côté de la liberté, installez Ubuntu, Debian ou un système Linux qui vous mettra en confiance parce qu'il repose sur un contrat social. Voilà, les logiciels libres, en 2 mots, Jacques Zimmerman, c'est mis en place par une communauté de développeurs informatiques et personne n'a d'intérêt financier énorme dans l'affaire. C'est un mécanisme juridique qui garantit que tout le monde aura toujours la liberté d'utiliser le logiciel, de le copier, de comprendre comment il fonctionne et de le redistribuer. C'est des technologies qui rendent libres et qui garantissent qu'elles ne seront pas utilisées à votre insu pour vous contrôler ou pour vous espionner. C'est un des piliers d'une société libre en réseau avec les technologies de chiffrement évoquées tout à l'heure qui permettent de garantir la confidentialité de vos communications et avec l'utilisation de services décentralisés, c'est-à-dire de posséder soi-même ces données chez soi plutôt que les confier à des Google, à des Facebook en leur faisant une confiance aveugle. Allez, Jacques Hainaut, un mot, 20 secondes et j'ai encore 2 petites questions rapides. Jacques Pour Hainaut. répondre à la dame, à votre auditrice qui veut savoir comment supprimer Delta Toolbar, je lui conseille de taper Delta Toolbar dans un moteur de recherche. Elle va avoir 3,7 millions de résultats, donc on va trouver quelque chose. Allez, une dernière question pour vous, maître Étienne Drouard. Est-il normal qu'Amazon conserve tous mes numéros de carte bancaire? Il apparaît les 4 derniers chiffres, ça m'inquiète, nous écrit Marie-Claude sur franceinter.fr. Vous pouvez tout à fait vous y opposer. Le système One Click Payment qui fait que lors d'un premier achat, on vous demande votre carte ou même lors de la création d'un compte, on vous demande votre carte.
grâce à la loi, on doit vous dire qu'on va la conserver dans la perspective d'un prochain achat. Donc si vous voulez pas qu'on s'en souvienne, vous décochez la case. Allez, question pour terminer à Michael Villaume, question de cuisine interne à Radio France. Olivier nous écrit sur la boîte mail: lorsque je désire installer l'application Radio France sur mon ordiphone Android, je constate que le chevalier blanc Radio France demande ma position GPS ainsi que l'identité de mon téléphone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le raison de ces demandes, si c'est pas du trucage? Je vous colle avec la question ou pas? Alors, vous me collez un petit peu. C'est l'application France Inter, c'est ça? C'est l'application Radio France, voilà. L'application Radio France. Ouais. Alors, c'est possible. Alors, ce que je vous propose, si effectivement je vous colle, je vais vous laisser la question d'Olivier et puis vous le rappellerez pour lui répondre. On est d'accord? Allez, c'est la fin de ce téléphone sonne, mais les échanges vont continuer sur les réseaux sociaux avec nos 4 invités que je remercie de leur présence en studio ou au téléphone. Dans la bricolosphère du studio 72 de France Inter, il y avait ce soir Julien Chabassu et Alice Berger, sous la baguette de Gabriel Fadavi. Demain, un autre sujet au téléphone sonne, mais on n'est pas très très loin de cet univers finalement. La question qui sera posée, c'est: peut-on encore vivre sans le prolongement électronique de son bras, son téléphone portable? La vie virtuelle finit-elle par annihiler toute vie sociale? Si vous voulez questionner ou témoigner même dès maintenant sur franceinter.fr, Tel sonne sur Twitter et la page Facebook du téléphone sonne. Votre soirée va se poursuivre sur France Inter dans quelques secondes avec un été avec Proust, juste après les infos de 20h. À 20h20, Vincent Josse de retour dans l'atelier de Daniel Pénac ce soir, et à 21h, Jérôme Deschamps, le père des fameux Deschiens et qui est aussi le petit-fils de Jacques Tati, vient partager ses remèdes à la mélancolie avec Eva Bester. C'est à partir de 21h. Très belle soirée sur France Inter, il est pile 20h.